Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cool Lab. Au programme cette semaine, le barrage de Génissia, célèbre barrage de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont la mise en service date tout de même de 1948. En effet, nous nous sommes posé la question suivante. Quelles seraient les conséquences si le barrage s'effondrait à cause d'une attaque terroriste ou encore d'une pression de l'eau trop importante suite à des pluies diluviennes? Grâce à cet épisode, vous en saurez plus. Nous parlons tout d'abord de Génissia, son histoire, ses caractéristiques, puis nous aborderons le fonctionnement d'un barrage de manière simplifiée. Ensuite, nous passerons aux expériences réalisées à échelle réduite par nos soins, puis nous verrons les conséquences engendrées si la maquette avait été à taille réelle. Mais vous savez que le public ne sait pas où c'est Génissia? Ça tombe bien, c'est là où on va. Allez, c'est parti. Suivez-nous. Et voilà, c'est donc ici où se situe le barrage de Génissia, à cheval sur les communes d'Anjou-Génissia en Ain et de Franklins en Haute-Savoie. Il a été réalisé entre 1937 et 1948. Ce barrage est la première réalisation de la Compagnie nationale du Rhône. Il a reçu de l'État en 1934 l'autorisation d'exploiter et d'aménager le fleuve pour trois objectifs. La production d'électricité, l'amélioration de la navigation, l'irrigation et d'autres usages agricoles. Concepteur et exploitant des centrales, barrages et écluses du Rhône, la CNR a réalisé sur le fleuve des sites industriels et portuaires, des ports de plaisance, des haltes nautiques ou encore des zones de loisirs. Elle est le deuxième producteur français d'électricité. La CNR est partenaire du groupe Suez et a produit 15,7 milliards de kWh certifiés 100% renouvelables, soit 25% de la production hydraulique française et 3% de la production nationale. Leader du développement durable, la compagnie mène depuis 2004 un programme ambitieux de mission d'intérêt général en faveur de 4 domaines. La navigation et le développement de la voie d'eau, la production d'électricité hydraulique, l'environnement et l'ancrage local. La longueur de la retenue d'eau est d'environ 23 km. Le barrage mesure 104 mètres de haut et sa hauteur de chute est d'environ 64 mètres. Sa production moyenne représente 11,3% de l'électricité produite par la CNR, soit 1,7 milliard de kWh. Il est constitué de 6 turbines Francis, qui sont des turbines de type à réaction, qui ont un débit moyen de 360 m3 par seconde, qui peut atteindre 750 m3 par seconde. Sa mise en place a aussi permis d'éviter la production de plus de 1,7 million de tonnes de CO2, ce qui représente à peu près 153 000 équivalents pétrole, soit environ 146 millions de kilogrammes d'essence moteur, ou encore 1,7 million de mégawattheures. Mais ce barrage de moyenne chute produit à son aval des variations de débit qui sont heureusement régulées par le barrage de la centrale de Seyel située à 10 km en aval. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, la CNR a décidé la mise en place d'un projet de gestion des voies flottantes. L'aménagement de Génissia a été sélectionné comme site de récupération en vue de la valorisation de ces voies. Cette gestion des voies flottantes consiste à remplir 3 objectifs. Le premier est d'améliorer la sûreté et la fiabilité de la voie d'eau par l'extraction des gros bois. La deuxième est d'éliminer la pollution du fleuve. Et la troisième est d'alimenter en matière première les industries de panneautage, du compost de végétaux ou de la filière énergétique. Mais depuis le début on parle du barrage, mais peut-être que certains ne savent pas comment fonctionne le barrage. Quand même. Mais tu vas me dire que tu connaissais que les barrages utilisent l'énergie cinétique comme source d'énergie? Non, vas-y, tu peux Bah parler. allez, on va aller vous montrer ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'un barrage utilise l'énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable au même titre que l'énergie solaire, qui utilise la lumière du soleil. Elle utilise aussi l'énergie cinétique, qui est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement et qui, comme la vitesse, est relative et dépend du référentiel, ainsi que l'énergie potentielle de l'eau pour produire de l'énergie mécanique et surtout de l'électricité. Une centrale hydroélectrique est constituée de 3 principaux éléments. Un barrage, souvent construit en béton armé bien sûr, un canal de dérivation pour que l'eau aille là où l'on veut, des turbines et alternateurs pour transformer l'énergie hydraulique en énergie électrique. Le rôle d'un barrage est de retenir l'eau pour créer un lac de retenue et ainsi stocker l'eau. Le débit de l'eau et l'ouverture des vannes, que l'on peut contrôler évidemment, entraînent l'eau dans un canal de dérivation pour aller jusqu'aux turbines électriques. Plus le débit et la hauteur de l'eau sont importants, plus l'eau transporte de l'énergie, c'est simple. L'eau actionne alors les turbines qui entraînent des alternateurs pour produire un courant électrique. Un transformateur envoie alors l'énergie produite dans des lignes à haute tension ou à très haute tension. La voûte est souvent créée à l'aide de ciment et de gravier. La forme de voûte peut être adoptée lorsque la roche aux alentours du barrage est suffisamment solide, comme par exemple ici.
pour supporter le poids de l'eau, car cette forme permet de répartir cette force sur les côtés. La centrale est séparée en 3 parties. La partie hydraulique, que vous pouvez voir là-bas, vous ne pouvez pas voir, mais c'est un lac de retenue là-bas. La partie où l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, donc juste là. Et enfin la partie où se trouvent les transformateurs et les disjoncteurs, par en bas sur la droite. Tout d'abord, l'eau pressurisée par son propre poids passe par une conduite forcée et entraîne 6 énormes turbines pesant chacune environ 450 tonnes avant de s'évacuer par le canal de fuite. Ces turbines entraînent des armes de transmission reliées à des alternateurs présents dans la salle des machines juste en dessous ici, qui transforment l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Cette énergie nouvellement créée est acheminée vers des disjoncteurs par le biais des câbles électriques, puis la tension est augmentée grâce à des transformateurs pour être directement envoyée dans le réseau EDF. Mais savez-vous qu'il existait plusieurs types de barrages? En effet, le gros truc là n'est pas la seule forme que peut avoir un barrage. Il existe en effet les barrages voûtes qui ont une forme arrondie, leur permettant de reporter les efforts dus à la poussée de l'eau sur chaque côté du barrage. Les barrages voûtes fonctionnent sur le même principe que les voûtes de cathédrales gothiques. Pour les barrages, l'effort se concentre au point d'appui sur les rives. Ce type de barrage est utilisé dans les vallées étroites disposant de versants très rigides pour supporter le poids de l'eau. Lorsque les appuis sont trop distants, la technique du barrage à multi-contreforts permet de réaliser un barrage à grande économie de matériaux. Le mur plat, multivoûte en béton, s'appuie sur des contreforts en béton armé, encastrés dans la fondation, qui reportent la poussée de l'eau sur les rives et surtout sur les fondations inférieures. Un des exemples le plus important de ce type de barrage est le barrage Daniel Johnson au Québec. Il existe aussi des barrages poids, comme celui de là par exemple, qui ont, en vue de coupe verticale, une forme triangulaire. Ce type de barrage est un bloc assez lourd pour résister à la poussée de l'eau qui cherche à le faire basculer ou renverser. C'est la même chose. Une technique pour réaliser un barrage sûr et qui tient avec le temps est de réaliser un barrage poids-voûte. Sa stabilité face à l'eau est alors assurée en partie par son poids et par son appui sur les rives. Le plus haut barrage poids du monde est le barrage de la Grande Dixence en Suisse, avec 284 mètres de hauteur au-dessus des fondations. Et enfin, il existe aussi un dernier type de barrage un peu différent, la digue, qui est un remblai en longueur, le plus souvent composé de terre. Son utilité n'est pas de produire de l'énergie, mais de stocker de l'eau d'un lac, d'une rivière ou de la mer pour que les terres derrière restent au sec. Les digues les plus célèbres se trouvent aux Pays-Bas. Lafsluitdijk est un exemple le plus important. Les digues se sont beaucoup étendues et multipliées dans le monde, mais pourtant, peu d'attention a été accordée aux conséquences écologiques que cela engendrait, ce qui a justifié un programme de recherche financé par l'Europe sur les moyens de produire des digues à moindre impact écologique. En fait, savez-vous que ce barrage était en béton armé? On vous l'a déjà dit? Mince. Et si oui, saviez-vous pourquoi? Nous allons donc vous expliquer maintenant le béton et l'usage que l'on peut en faire. Nous allons vous expliquer certains points du béton qui sont très importants. Suivez-moi. Alors actuellement, nous sommes quelques jours après avoir tourné cette vidéo et il semblerait qu'il ait eu un léger problème. En effet, ouais, on a réussi à obtenir une interview avec auprès d'un ingénieur de la centrale, mais voilà, c'est avec Philippe, mais Et malheureusement, à cause du vent, une partie est totalement inaudible, donc on ne pourra pas la mettre dans la vidéo. Donc on mettra juste la partie qu'on a fait à l'abri du vent. Voilà, donc sur ce, voici l'interview. Du coup, on a un seau à ski là-bas, on a vu, et les vannes s'ouvrent. À quoi ça sert en fait, et que les vannes s'ouvrent comme ça? Eh bien déjà, le barrage est fait pour passer un débit moyen de 750 m3, turbinable. Donc on a ça, et du moment qu'on a plus d'eau, qu'on a plus de 750 m3 d'entrant, eh bien on est obligé de le passer par ailleurs. Donc pour ça là, on a 3 évacuateurs. L'évacuateur rive droite, qui est dit évacuateur de surface, un en rive gauche et un la vanne de fond qui est carrément dans la roche. Voilà. Pour arriver à passer le débit total qui est la crue mélénale qui est à 3000 m3. Voilà. Et le débit du Rhône moyen est à 400, 500 m3, un moyen annuel. Est-ce qu'il y a des règles pour construire les bâtiments en aval où on peut les construire un peu n'importe où? Ou alors il faut une distance spéciale pour s'éloigner du barrage? Habitation Habitation ou tout autre bâtiment? Sur Seyssel, il n'y a pas de souci. Seyssel était déjà là et resté là. Non, il n'y a pas de... Après, le problème, c'est une gorge. Il n'y a pas grand-chose qui peut se construire. Mais à partir de Périmont, un peu de Périmont, en dessous, il y a des maisons.
Par exemple, si on construirait par exemple une maison un peu en dessous du barrage, là, quelques mètres. Non, que ça- quelques mètres, c'est ça pas sera possible. possible. Non, là, c'est pas Ouais. possible. Il y a quand même la partie de sécurité minimum, et puis il y a la partie de l'ouvrage par lui-même, hein. Un ouvrage, il y a toujours l'évacuateur, donc déjà pour la navigation, c'est à partir d'une certaine distance du dernier ouvrage. Donc pour les constructions, c'est un peu pareil. Et puis il faut du terrain constructible, quoi, aussi. Donc c'est les PLU après qui définissent tout ça. Nous allons vous expliquer certains points du béton qui sont très importants. Suivez-moi. En effet, il est fabriqué dans une centrale à béton, souvent implantée près d'infrastructures de transport afin de faciliter l'envoi du béton sur les chantiers et l'acheminement des matières premières. Parce que oui, le béton n'est pas une matière première. Il est composé d'un mélange de ciment, de granulats, d'eau et d'adjuvants. Les mélanges peuvent être différents selon l'utilisation. Le ciment est fabriqué à partir de clinker, obtenu par la combinaison chimique à très haute température de calcaire et de l'argile. Le clinker est ensuite broyé avec des ajouts, dans des proportions très précises qui donneront au ciment des caractéristiques spécifiques. Le choix du ciment conditionne la qualité du béton ainsi que sa résistance à court et à long terme, et lui apporte sa durabilité. Certains ciments ont des propriétés spécifiques pour leur permettre de s'adapter à des environnements particuliers comme l'eau. Et certains répondent à des conditions spéciales comme un durcissement rapide ou résistance à forte chaleur par exemple. En deuxième, les granulats, qui sont du sable ou des gravillons, sont caractérisés par deux propriétés. Les propriétés intrinsèques, c'est-à-dire tout ce qui découle de la nature de la roche et ce qui influence directement les caractéristiques esthétiques, ainsi que la durabilité et les propriétés mécaniques du béton. Et les propriétés de fabrication comme la forme qui résulte du processus de fabrication et qui influencent les propriétés du béton, comme la demande en eau par exemple. Les adjuvants sont des constituants ajoutés au béton en faible quantité, un peu moins de 10 kg par mètre cube, qui améliorent les propriétés du béton. Il en existe plusieurs, par exemple les superplastifiants, qui permettent d'obtenir une fluidité extrême du béton. Les retardateurs de prise, afin d'allonger le temps de prise et pouvoir l'utiliser en temps chaud, ou encore les accélérateurs de prise qui au contraire raccourcissent le temps de prise du béton. De l'eau est aussi nécessaire pour obtenir du bon béton, mais elle doit respecter des contraintes comme être propre et utilisée en quantité précise. En effet, l'excès d'eau entraîne la porosité du béton et altère ses résistances mécaniques et sa durabilité. Le béton est un produit frais et local qui doit être acheminé sur un chantier plutôt rapidement, en 1h30 environ maximum. Les conditions météorologiques et les adjuvants pouvant bien évidemment changer la durée de ce temps approximatif. Il doit être transporté dans des bétonnières jusqu'au lieu de coulage, qui ont une capacité d'un minimum de 4 m3 et jusqu'à un maximum de 10 m3. Le béton est ensuite mis en œuvre dans les 30 minutes maximum après son arrivée sur le chantier, ce temps variant encore en fonction des conditions. Le béton est aujourd'hui l'un des matériaux les plus utilisés dans le monde, puisqu'il est utilisé dans 2 tiers des habitations dans celui-ci. Mais sa construction énergivore est source de dégradation de l'environnement. La production de clinker entrant dans la composition est responsable d'environ 5% des émissions à effet de serre, ce qui est la principale cause du réchauffement climatique. De plus, le sable utilisé entre autres dans la fabrication a conduit à la surexploitation de plus des 75% des plages de la planète, détruisant ainsi certains écosystèmes. La résistance mécanique du béton est évolutive. Elle augmente très vite au cours du premier mois de séchage après coulage. On considère que cette valeur est stable et quasi maximale au bout de 28 jours. De plus, le béton subit en général un certain nombre de traitements chimiques après son séchage, selon son utilisation, les contraintes et les intempéries auxquelles il devra faire face. Ces traitements influent sur la valeur de sa résistance. La résistance du béton dépend en grande partie de la sollicitation auxquelles ils sont soumis. Les bétons ont une très bonne valeur de résistance à la compression, de l'ordre en général de 20 MPa à 40 MPa. Mais cela peut être multiplié par 10 pour certains types de béton ayant un usage très spécifique. Une partie de la déformation temporaire devient peu à peu permanente. L'utilisation du béton la plus courante dans la construction est le béton armé. C'est un matériau constitué de béton et de barres d'acier qui allie les résistances à la compression du béton et à la traction de l'acier. Il est utilisé comme matériau de construction pour les bâtiments, les ponts ou encore les roues dans le génie civil par exemple. Dans ce matériau, les armatures métalliques reprennent les efforts de traction, apportent la ductilité, qui sont des déformations importantes avant la rupture, et le béton reprend les efforts de compression et protège les armatures de la corrosion. C'est d'ailleurs dans ce matériau qu'est le barrage du Génissia par exemple. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les barrages, on va pouvoir passer aux expériences. Allez, suivez-moi!
Alors là, il y a les vannes qui viennent de s'ouvrir. J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon téléphone juste avant. Mais du coup, là, on avait un niveau d'eau assez bas. Et je pense qu'il devrait monter assez vite. Regardez. Il y a une vague ici, là. Elle va vite quand même. Ah, voilà. Sur la chute d'eau. Oh là, ça pique là. Là en bouée ça va pas le faire. Quoi? Alors voilà notre maquette qu'on a fait nous trois, elle est juste là en photo. On a utilisé de la glaise, on a utilisé du plastique et du PQ. Du PQ, on a fait surtout du PQ parce que c'est très intéressant. Non, c'est juste parce qu'on en fait avec ce qu'on a. Hein. Donc le PQ qui représente notre fromagerie à protéger durant cette expérience. Elle est faite en matériaux de récupération, ce qui fait qu'on n'aura pas une qualité enfin, à 100% avec la vraie échelle, mais on a fait quand même de notre mieux. On a refait la centrale électrique, donc on est déjà assez content de notre production. Donc on va la faire péter. On va voir ce que ça fait. Et voilà, on vous met la vidéo. Donc malheureusement ça n'a pas explosé, le pétard n'était pas assez puissant et le barrage était trop résistant. La glaise avait séché et gelé, donc ça l'avait rendu trop ferme pour être brisé par un petit pétard comme ça. Donc nous avons eu l'idée de l'affiner en grattant un peu pour enlever de la matière et faire un trou pour mettre le pétard à l'intérieur pour qu'il ait un plus grand effet. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Ouais. Ça va pas péter en plein. Si, ça a troué. Ça a trouvé. Il est troué. Ça en vrai c'est ce qui se passerait. Hein. Bon, vu que c'est du béton, normalement ça fait mieux que une fois. Là, avec de la glaise, on peut pas avoir le même résultat, hein, c'est pas possible. Là, ouais, c'est bon. On voit pas bien sur la vidéo, mais là, il y a de l'eau qui coule. Mais là, c'est bon, on voit bien. Et là, du coup, la pression, je pense, elle est complètement dans l'eau. Ça a troué le barrage, du coup. Alors, elle a enfin explosé, en même temps on l'avait quand même pas mal fragilisée à la base, on l'avait rendue plus mince et en plus du coup la pression de l'eau avait un petit peu déjà détruit les côtés, donc l'eau s'écoulait déjà un petit peu, donc du coup en mettant un petit pétard il a fait son travail quoi, ça a pété et l'eau s'est pas mal écoulée, donc du coup on peut voir que le papier toilette qui représente l'infrastructure était complètement trempé, inondé, noyé, voilà. Donc dans la réalité, sans aucun doute, il aurait été complètement détruit et emporté par les flots. Là, c'était une maquette, donc forcément, il n'a pas été détruit comme vous voulez. Mais oui, dans la réalité, ça aurait bien fait ça. Donc du coup, on a pensé à trouver une solution pour préserver ça, qui est, voilà, un mur. On a trouvé une grande solution qui va être un grand mur. Donc un mur plus des petits couloirs d'eau, des petits canaux, des petites douves qui vont permettre de diriger le flux d'eau un peu comme on souhaite. Donc on va voir ça avec la troisième vidéo du coup qui va suivre. Si, Vite fait. ça coule beaucoup. Ah si, ouais, ça marche vite fait. J'ai pris de la glace dans Et les le cheveux. pétard, il est resté collé. Hein. C'est pas grave. Ah, ça marche mieux quand même là. Ah bah voilà. Elle est toute bien. Ah, ça mouille Ça un passe dans les peu. digues des côtés, du Ouais, coup. ça passe un peu là, mais... Ouais, c'est normal. Hein. C'est juste schématisé. La structure a tenu. On est content parce que après tant d'essais, on a réussi à faire le bon mur qu'il fallait. Ouais, on n'a pas toutes les vidéos à vous montrer, mais on en a bien essayé une bonne dizaine de fois dans le froid, donc on est content. On a notre problématique de résolu. On a réussi à faire tenir notre infrastructure au sec grâce à un mur et aux douves sur les côtés. Donc on est assez content. Maintenant, après nous allons voir si c'est réalisable parce qu'un mur de cette hauteur, vous avez pu voir à l'échelle du barrage, il est très grand. Pour rappel, le barrage fait 100 mètres de hauteur. Donc le mur est très grand et donc on ne sait pas si ça pourrait être réalisable dans la réalité. Donc nous allons voir ça justement dans la conclusion.
Transition. Conclusion. Donc pour conclure toute cette émission, on a cette journée quand même, nous avons pu constater ensemble que protéger une infrastructure qui est positionnée en aval d'un barrage qui céderait serait impossible au vu de la quantité déjà qu'il y a derrière un barrage, et surtout celui de barrage de Génissia qui a une retenue énorme. Toutefois, il existe quand même des solutions qu'on va citer ensemble, qu'on a cherchées. C'est des solutions qu'on a trouvées nous et qui seraient quand même intéressantes à exploiter, qui répondraient à la question comment sauver la fromagerie de Génissia. On a une première solution qui serait de revoir les distances de sécurité, on les appellerait comme ça. Il y en a déjà, mais enfin, c'est pas assez. Elles sont pas assez grandes. Parce que là on a une fromagerie qui est située à même pas 10 km du barrage, donc elle serait sous les eaux complètement. Et donc, du coup revoir pour une certaine distance de sécurité qui serait tout à fait primordiale, je pense, dans un cas de cette si le barrage il céderait. Donc Guillaume il va nous en citer deux autres de solutions. Après, nous avons aussi pensé à utiliser des matériaux plus résistants pour créer les infrastructures qui seraient en aval. Parce qu'une fromagerie, par exemple, comme nous avons pris dans notre exemple, si une fromagerie se trouve, en exagérant, à une dizaine de mètres et que le barrage cède, elle sera totalement détruite. Même, en même temps, même si elle serait en béton armé ou en matériaux très résistants. Et après, voilà, comme on a dit, après avec les règles les distances de sécurité, si on ferait plusieurs murs de béton armé, je pense que ça pourrait quand même réduire considérablement les dégâts. Aussi, nous avons pensé, comme nous l'avons fait dans la maquette, à mettre des canaux qui redirigeraient l'eau vers les côtés de la fromagerie, toujours dans notre exemple, pour éviter que l'eau passe en plein milieu, ce qui serait dérangeant. Donc comme ça, l'eau passerait à côté, ça éviterait de faire trop de dégâts, ça pourrait éroder la roche sur laquelle serait construite la fromagerie, ce qui serait un problème à plus long terme, mais au moins ça protégerait de la première vague. Ensuite, une des quatrièmes solutions qu'on a pu trouver ou quoi, ça serait de construire un mur qui soit assez grand et assez épais pour retenir l'eau du barrage qui arriverait, par exemple quand il lâcherait. Ça pourrait pourquoi pas retenir la vague, comme j'ai dit, que le mur soit assez grand et puis construire un matériau solide, donc pas du bois ou du carton, hein, je parle de gros béton armé. Il y a plusieurs problèmes à ça. Ce serait déjà super gros, donc super cher à produire. Et en plus, esthétiquement, c'est pas très joli. Regardez, vous imaginez, vous êtes au barrage de Génissia, dans la vallée, et vous voyez un bâtiment, et il y a un mur juste devant. Donc c'est pas très joli, quoi. Mais après, c'est une solution à exploiter, hein, je dis pas. Justement, c'est la solution qu'on avait pris pour notre expérience. On avait construit un mur devant le bâtiment qu'on avait protégé. Mais évidemment, c'était à échelle réduite. Pour la réalité, construire un mur aussi grand, je pense pas que ça serait possible. Mais bon, après, ça serait pourquoi pas à creuser. Donc finalement, je pense que les trois premières solutions qu'on a trouvées pourraient pourquoi pas s'appliquer pour protéger un bâtiment, mais la quatrième serait encore à voir, pourquoi pas trouver de nouveaux matériaux ou quoi, mais pour l'instant c'est vraiment pas possible. Mais de toute façon, peu importe ce qui se passe, si un barrage lâche pour n'importe quelle raison, les conséquences seraient quand même désastreuses, même si on protège un bâtiment et encore, le reste de la vallée et tout, ça serait complètement tout inondé. Donc, Parce que du coup sur la maquette, le mur avait extrêmement bien fonctionné, hein, parce qu'on avait quand même fait un mur d'un tiers du barrage, ce qui fait que là ça ferait quoi? Ça ferait peut-être 33 mètres au niveau c'était pas... Voilà, on a fait avec nos moyens, donc on a fait un grand mur pour que ça marche bien, pour qu'on puisse déterminer que le mur marchait bien. Mais avoir un mur de plus de 33 mètres de haut à construire, ce serait très cher et très moche. Donc je pense que rester sur l'écartement des infrastructures, des digues et la dernière solution qui était les canaux et du coup aussi les matériaux seraient les plus envisageables et les plus probables en tout cas. Donc voilà pour notre conclusion. Donc merci de nous avoir suivis au long de cette émission et au long de cette journée. Puis au revoir. Et merci de nous revoir. avoir écoutés surtout. Je pense que ça allait pas être facile.